Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. François Bayrou, le nouveau chef du gouvernement, a utilisé l'article 49.3 de la Constitution le 3 février pour faire adopter sans vote le budget de l'État 2025. Parmi les nombreuses conséquences de l'absence de budget jusqu'ici, à Paris, les 7 clubs de jeux d'argent ont dû fermer leurs portes provisoirement à partir du 1er janvier. 1500 salariés, croupiers, barmen ou encore agents de sécurité se sont retrouvés au chômage partiel et les 700 000 clients annuels de ces clubs de jeux se sont rabattus, pour une partie d'entre eux en tout cas, sur des parties clandestines de poker. On fait le point sur ce sujet aujourd'hui dans Code Source avec Pauline Darvé et Quentin Foucreau, journalistes à l'édition de Paris du Parisien. Quentin Foucreau, le jeudi 16 janvier, vous êtes à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, et vous participez à une partie de poker illégale pour un reportage pour Le Parisien. Décrivez-nous cette partie quand on est à la table. On est sur une table de poker tout à fait classique, avec un tapis vert, des rebords pour pouvoir regarder ses cartes sans être vu des autres. On a des petits cercles pour poser ses gobelets. On est vraiment sur une table telle qu'on peut la trouver dans un casino. Donc on est à cette table, l'atmosphère est enfumée parce qu'on peut autant boire que fumer des cigarettes, du cannabis et surtout jouer parce qu'ils viennent tous pour ça. Certains viennent même de Paris parce qu'ils sont en manque de tables de poker. D'autres sont des habitants de la cité. On a vraiment un jeu qui est bonne ambiance, même si on a face à soi autant des personnes en col blanc que des petits loupards du coin qui adorent jouer au poker. Alors on va revenir à votre enquête sur les parties de poker illégales, clandestines. Elles font le plein parce qu'il n'y a pas de club ouvert actuellement dans la capitale depuis le 1er janvier. Mais on va d'abord expliquer comment on en est arrivé là. Pauline Darvé, il faut commencer par dire qu'il n'y a pas de casino à Paris depuis plus d'un siècle. Expliquez-nous ça. Oui, alors en fait, initialement, les casinos, ils ne sont autorisés que dans les stations thermales et balnéaires. Et en 1920, il y a une nouvelle loi qui vient s'ajouter et qui précise que les casinos sont interdits dans un périmètre autour de 100 km de Paris. Pourquoi ? Alors en fait, c'est une forme de mesure sociale. L'idée, c'est de protéger les classes populaires des risques du jeu et de leur éviter d'être ruinées. Mais pendant presque tout le XXe siècle à Paris, il y a eu des cercles proposant des parties de cartes où on pouvait jouer de l'argent. Oui, ils ont tout de suite prospéré pour pallier ce manque d'offres de jeux dans la capitale. Et donc, ce sont des cercles qui ont en fait un statut associatif loi 1901, c'est-à-dire qu'ils sont à but non lucratif. Mais ces cercles ont été le lieu de plusieurs dérives. Oui, ce statut associatif fait qu'ils sont assez difficiles à contrôler. Et de fait, très vite, il y a beaucoup de blanchiment d'argent qui s'y développe. Il y a même un commissaire de police qui parle de lessiveuse à cash quand il évoque ces cercles de jeu. Et c'est un système qui serait aussi lié au banditisme corse. Au début des années 2000, il y avait une bonne dizaine de cercles de jeux à Paris, comme l'Aviation Club de France sur les Champs-Élysées, ou encore le cercle Wagram. Mais Pauline Darvé, à partir du début des années 2010, ces cercles font l'objet d'une vigilance accrue des autorités. Pourquoi et comment ? Oui, alors les cercles de jeux ferment un à un. Il y a pas mal d'interpellations, de procédures judiciaires. Beaucoup de dirigeants sont englués dans des affaires de blanchiment d'argent, de travail dissimulé ou d'abus de confiance. Et donc l'État veut faire le ménage dans ces cercles de jeux. Donc pour l'État, l'idée c'est d'assainir ce milieu-là et de proposer une nouvelle offre légale de jeux. Un rapport dévoilé en 2015 par un ancien préfet de Paris recommande l'autorisation des casinos dans la capitale pour assainir le secteur. Mais finalement, c'est une autre idée qui va s'imposer, celle d'autoriser des clubs de jeux d'argent. Pauline Darvé, sur le papier, quelle est la différence avec les cercles qui existaient ? Alors la grosse différence, c'est que ces clubs ne sont plus des associations, mais bien des sociétés commerciales. Donc ça veut dire qu'elles sont fiscalisées en tant que telles. Et puis elles doivent aussi montrer patte blanche auprès du service central des courses et des jeux. Donc c'est un service spécialisé de la police judiciaire qui contrôle tous les établissements de jeux et notamment les casinos et donc ces nouveaux clubs. Et c'est ce service de la police judiciaire qui va délivrer un agrément à ces clubs qui, au départ, sont expérimentés pour une durée de 3 ans.
Mais dans un premier temps, les projets ne se bousculent pas. Le groupe de casinos Tranchant ouvre un club en avril 2018, rue Marbeuf, à 2 pas des Champs-Élysées. Et pendant 1 an environ, ce sera le seul club ouvert à Paris. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Oui, le principal frein, c'est vraiment la réglementation qui est draconienne. En fait, c'est la même réglementation que celle qui est appliquée au casino, donc avec une très forte fiscalité. Les établissements sont très fortement taxés. Sauf qu'à la différence des casinos, ces clubs de jeu n'ont pas l'autorisation d'avoir des machines à sous et elles n'ont pas non plus l'autorisation d'avoir la roulette. Or, ces 2 types de jeux représentent 90% des chiffres d'affaires des casinos. Ce sont des jeux très rentables. Donc pour les clubs, il y a tout un modèle économique à trouver. Par ailleurs, on ne peut y jouer qu'à des jeux de table, comme le poker par exemple, ou le punto banco. Et ce sont des jeux qui nécessitent beaucoup de personnel, des croupiers notamment. Et ça pèse aussi sur les finances des clubs. Finalement, une petite dizaine de clubs vont se lancer. Oui, pendant 1 an, il n'y a donc que le club du groupe Tranchant et petit à petit, d'autres arrivent sur le marché, principalement dans l'ouest parisien, près des Champs-Élysées, et on arrive jusqu'à 7 clubs de jeux dans la capitale. En novembre 2022, l'édition de Paris du Parisien reparle des clubs de jeu à l'occasion de l'autorisation dans ces lieux d'un jeu supplémentaire, le blackjack. Pauline, à ce moment-là, donc en 2022, est-ce qu'on peut dire que le secteur a été assaini par rapport à l'époque des cercles ? Oui, globalement, les observateurs disent que l'expérimentation est plutôt un succès. Les clubs de jeu sont très contrôlés donc, par ce service central des courses et des jeux, donc par la police judiciaire. Et globalement, les acteurs sont assez unanimes sur la réussite de cette expérimentation. Et les clubs rapportent de l'argent à la ville de Paris et à l'État. Oui, en moyenne, on estime que ces clubs rapportent 40 millions d'euros à l'État par an et 10 millions d'euros à la ville de Paris. C'est donc non négligeable. Mais les propriétaires de ces clubs aimeraient proposer à leurs clients d'autres jeux que le poker, le craps ou le blackjack, des jeux qui rapportent beaucoup plus d'argent. Oui, c'est surtout la roulette que certains clubs de jeux aimeraient obtenir, parce que c'est un jeu très populaire qui pourrait attirer une clientèle internationale. Et puis, c'est aussi un jeu très rémunérateur. Un dirigeant de club me disait que dans le milieu, on appelait la roulette l'aspirateur. Pauline Darvé, au printemps 2024, on est à 6 mois de la fin de l'expérimentation de ces clubs. La période initiale avait été prolongée. Les patrons de clubs de jeu ont bon espoir de décrocher une autorisation définitive. Oui, globalement, l'avis est partagé par tous les acteurs. L'expérimentation est un succès. Et donc, le gouvernement, au mois de juin, s'apprête même à présenter un projet de loi pour pérenniser ces clubs de jeu dès début 2025. Sauf qu'entre-temps, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Et le temps de former un nouveau gouvernement, d'organiser des élections, le calendrier est trop serré pour examiner ce texte de loi. Donc ce qui est décidé, c'est finalement de prolonger d'1 an l'expérimentation des clubs de jeu de fin 2024 à fin 2025, le temps de présenter un nouveau projet de loi pour les pérenniser. Et le mercredi 4 décembre, le gouvernement du Premier ministre Michel Barnier est censuré par une majorité de députés à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les clubs de jeu ? La prolongation de l'expérimentation des clubs de jeu devait passer par l'article 28 du projet de loi de finances, sauf que le budget, faute de gouvernement, ne peut pas être voté, ce qui fait donc que les clubs de jeu se retrouvent dans une situation de vide juridique. Mais jusqu'au bout, les dirigeants des clubs de jeu espèrent qu'une solution pourra être trouvée. Il y a quand même 1500 emplois qui sont en jeu et ils trouvent ça incroyable de se retrouver dans une telle situation juste pour un problème administratif, pour un vide juridique. Mais finalement, aucune solution n'est apportée et ils sont contraints de fermer temporairement le 31 décembre 2024. Vous le disiez, il y a 1500 salariés qui travaillent dans ces clubs de jeu. Pour ces entreprises, c'est un gros coup dur. Oui, c'est un gros coup dur. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Aucune date n'est donnée pour une réouverture de ces clubs de jeu. Et puis, il y a ces 1500 salariés qui se retrouvent au chômage. Le gouvernement déclenche quand même la possibilité pour eux d'obtenir du chômage partiel. Donc, ils peuvent toucher environ 60% de leur salaire brut. Mais voilà, il n'y a aucune garantie pour l'avenir. Quentin Foucrault, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Vous avez pu constater lors de votre enquête qu'il y a une forte augmentation du nombre de tables clandestines de poker à Paris et en banlieue. Est-ce que vous pouvez nous décrire le lieu où vous êtes ce jeudi 16 janvier à Bobigny si on lève la tête de la table ?
Quand on y arrive au début de la nuit, puisque la table ouvre généralement vers 23h, on est un peu seul dans la rue, on se sent pas en danger, mais pas complètement en sécurité non plus. Sauf que finalement, on se rend compte que rapidement, si on demande à quel nom il faut sonner, quel est le bâtiment, quelqu'un nous dit « ne t'en fais pas, on vient te chercher, il n'y a pas de souci ». Effectivement, tout de suite, c'est poignée de main, grand sourire. On est vraiment entre joueurs de poker, c'est-à-dire que les barrières tombent entre ceux qui vivent dans la cité, ceux qui viennent de Paris, ceux qui sont des joueurs professionnels, ceux qui sont des cadres et qui viennent pour leur passion. Un petit peu finalement comme dans les clubs officiels où toute cette faune se croise, sauf que cette fois, on est vraiment au milieu de la cité où un cadre parisien ne viendrait pas en temps normal. Comment est-ce que vous avez entendu parler de cette soirée ? Il y a une espèce de microcosme des joueurs de poker. Dans ce microcosme, tout le monde se suit ou se connaît sur les applications, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat, TikTok. Et beaucoup des salariés des clubs de poker officiels sont au chômage partiel et profitent de leurs connaissances dans le milieu pour monter des tables à gauche à droite, soit en louant des appartements Airbnb, soit en profitant des appartements dont ils disposent ou des locaux dont ils disposent. Autant les premiers jours après janvier, seulement les connaissances venaient. On ne venait pas si on ne connaissait pas quelqu'un, parce que les organisateurs avaient un petit peu la crainte d'être démasqués par la police. Mais finalement, rapidement, tout le monde s'est un peu détendu. Et sur Snapchat, par exemple, il y a énormément de joueurs qui font des annonces en disant j'organise une table à tel endroit ou je vais dans une table à tel endroit, c'est super bien, venez. Dans les stories, ces petites vidéos que chacun peut publier et qui s'effacent quasiment instantanément après les avoir vues, chacun poste une petite vidéo de la main qu'il vient de jouer, de l'atmosphère, de l'ambiance, de la table. Donc rapidement, en fait, on peut en suivant quelques comptes, remonter sur plusieurs organisateurs. C'est ce qui a été mon cas notamment. Je suis d'abord donc passé par des connaissances pour pouvoir intégrer les premières parties, puisque au départ, ils n'acceptaient pas d'inconnus. Et puis petit à petit, à cette première table, j'ai joué, il y avait 2 ou 3 organisateurs d'autres soirées à d'autres endroits qui étaient en train de commencer à monter leur propre table dans leurs villes respectives. De là, j'ai pu les contacter eux et intégrer leur table à eux ailleurs. Et surtout, petit à petit, les organisateurs se sont détendus et ont commencé à publier des petites vidéos pour faire la promotion de leur table de poker qu'ils organisaient chacun chez eux. Un ou deux mots de jargon avant d'aller plus loin. Au poker, on joue avec des jetons auxquels on attribue une certaine valeur en argent, en euros. À la fin de la partie, on convertit ces jetons en billets. Chaque cycle de jeu, donc distribution des cartes, enchère, attribution du pactole, s'appelle un coup ou une main. Et Quentin, dans ces tables clandestines, ce sont souvent des croupiers professionnels qui distribuent les cartes aujourd'hui. Il n'y a même quasiment que ça. C'est-à-dire que moi, sur les 5 lieux que j'ai fréquentés, je n'ai jamais eu affaire à un croupier amateur. C'est eux qui sont les garants des règles, parce que autant dans certaines parties, il est facile de savoir qui a gagné les mains, autant dans certaines variantes du poker, notamment le poker Omaha, où de nombreux coups peuvent être joués, où les gains sont parfois partagés à 35%, à 75%, etc., entre plusieurs gagnants. Du coup, il faut vraiment quelqu'un qui est le garant des règles. Eux sont là pour ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont formés et qu'ils sont devenus croupiers professionnels. Et comme actuellement, ces croupiers professionnels sont au chômage partiel, ils n'ont rien à faire, ils gagnent moins que d'habitude. Donc pour eux, gagner 200 ou 300 euros au noir en participant à ces soirées, ça leur permet à la fois d'avoir une source de revenus supplémentaire et surtout de pouvoir assouvir leur passion du jeu, parce que pour la plupart, ils sont aussi des passionnés. Et d'ailleurs, parmi les joueurs, on trouve souvent des croupiers qui sont des salariés des clubs de poker officiels. Les organisateurs de ces soirées clandestines, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent ? Les organisateurs prélèvent 5% sur chaque main jouée. C'est-à-dire que chaque fois qu'un coup est engagé avec plusieurs joueurs et que de l'argent est mis autour de la table, mettons qu'il y ait 100 euros, finalement, l'organisateur prélève 5 euros et redonne 95 euros à celui qui a remporté ce coup-là. On est sur des coups qui s'enchaînent très très rapidement. En une demi-heure, on a plus d'une dizaine de coups qui sont joués. Parce que pour le coup, les organisateurs, justement, incitent les croupiers à enchaîner très rapidement. Donc finalement, ça peut représenter beaucoup d'argent. Les sommes sont assez importantes. Il faut se dire que les coups en moyenne sur les tables où je suis allé rapportent entre 15-20 euros et 100-150 euros sur les plus gros coups. Donc ça veut dire que très rapidement,
Après avoir regardé, puisqu'à un moment je m'étais mis exprès à côté du croupier qui prélève justement ce pourcentage, je regardais qu'il avait environ 150 à 200 euros de jetons par heure dans sa petite boîte qui était régulièrement récupérée par l'organisateur. Un autre soir, vous participez à une autre partie de poker clandestine dans le 18e arrondissement de Paris. Et là, par rapport à Bobigny, les mises sont plus importantes. Oui, alors en fait, quand on arrive en début de nuit, sur ces tables de poker, généralement, on peut jouer en n'ayant que 100 euros en poche. Mais dès que la nuit est un petit peu avancée, et qu'il est 1h, 2h du matin, la plupart des joueurs qui sont encore autour de la table ont minimum 400-500 euros de jetons. Ça veut dire que pour s'engager dans le moindre coup, il faut mettre au moins 40 ou 50 euros. On est vraiment là sur des parties où le joueur lambda qui vient juste jouer 150 ou 200 euros ne peut même pas s'amuser. Cette partie illégale dans le 18e, elle a lieu où ? Elle a lieu dans un immense appartement en rez-de-chaussée. Il y a des moulures au plafond, il y a une immense cheminée. Lorsque j'y vais, il y a 2 tables d'installées, une pour une certaine variante du poker, une autre pour une autre variante du poker, pour que chaque joueur puisse jouer au type de poker qu'il préfère, et une 3e table allait être installée dans les jours suivants. L'objectif pour eux est de rentabiliser au maximum cet appartement loué via Airbnb, mais dans d'autres endroits, les gens ne s'encombrent même pas d'une location. On a donc effectivement un appartement au milieu d'une cité qui semble être vacant. On a également l'arrière-salle d'un PMU ailleurs dans le 93 et les joueurs peuvent jouer jusqu'à 7h le lendemain matin. Parfois même, les organisateurs sont des responsables associatifs qui profitent de locaux prêtés par la mairie et forcément inutilisés et surtout pas surveillés la nuit pour finalement tenir leur partie clandestine dans ces locaux associatifs. Vous l'avez dit, vous avez participé à 5 parties de poker clandestine et à chaque fois, vous avez pu constater à quel point les joueurs de poker sont, pour la plupart, vraiment accros au jeu. Oui, alors en fait, ce qui est assez intéressant à découvrir, c'est que en cours de nuit, certaines personnes qui étaient par exemple dans une table à Montreuil arrivent dans une table à Paris 18e, ils viennent à 2 ou 3 et ils arrivent, la table est encore pleine. Finalement, ils sont ce qu'on appelle en liste d'attente, ils attendent que quelqu'un ait perdu tout son argent pour qu'ils sortent de la table et que eux le remplacent. Et si on est 8 ou 9 autour de la table, il y en a parfois 5, 6, 7, 8 qui sont dans la salle en train d'attendre et eux sont tellement addicts au jeu qu'ils trouvent n'importe quoi pour jouer, parier 10 euros. Il y avait par exemple 2 joueurs qui pariaient 10 euros à celui des 2 qui serait prêt à envoyer sa carte la plus près du mur sans toucher ce mur. Ils ont joué à ça 5 ou 6 fois de suite, donc ils sont prêts à perdre 50 euros en quelques secondes juste sur ce type de jeu. D'autres pariaient sur la prochaine carte qui serait retournée si elle est de couleur rouge ou de couleur noire. D'autres, à 2, avaient pris un paquet de cartes et s'amusaient à tirer chacun une carte à tour de rôle et celui qui tirait la carte la plus haute remportait 10 euros. Donc on a vraiment des joueurs qui sont addicts, qui sont accros, qui ont envie de jouer. Comme il y a de nombreuses parties clandestines à Paris et en banlieue, les organisateurs rivalisent d'attention pour essayer de séduire les joueurs, de les attirer. Pour séduire, il y a parfois des voituriers, il y a parfois des masseuses, il y a effectivement un cuisinier qui prépare des plats chauds ou des denrées alimentaires, des bonbons. En fait, finalement, on a accès à tout un tas de services gratuits à partir du moment où on se met à table. Pour les joueurs, malgré tout, visiblement, ces soirées clandestines sont un peu plus stressantes que celles passées aux tables des clubs légaux. Quelle est la crainte des joueurs dans ces soirées illégales ? Alors, il y a 2 craintes, finalement, c'est se retrouver face à une collusion de joueurs, c'est-à-dire des joueurs qui se connaissent entre eux et qui ne s'engagent pas dans les coups les uns les autres et qui finalement se liguent contre un nouveau joueur. J'ai pas vu ça, mais c'est une réelle crainte. Il y a aussi la crainte de tomber sur un endroit vraiment mal famé, ou alors en tout cas, comme il n'y a pas forcément de sécurité avec quelqu'un qui pète un plomb et qui s'énerve, s'emporte, peut se battre ou quoi que ce soit, on a souvent vu par le passé des joueurs qui se faisaient braquer une fois qu'ils sortaient avec leur gain. Là, c'est pas arrivé récemment, mais effectivement, c'est un risque dans ce type de partie. C'est pour ça que certaines tables où pour s'asseoir, il faut au moins mettre 1000 euros sur la table et souvent bien plus, sont des parties finalement entre
joueurs qui se connaissent parfois entre communautés. Il y a une table russe, il y a une table chinoise, il y a une table entre juifs, des tables communautaires, mais parce que certains préfèrent justement jouer entre personnes qui se connaissent pour avoir cette sécurité supplémentaire quand ils jouent des grosses sommes. Et est-ce qu'il peut y avoir des doutes des fois sur l'honnêteté des croupiers ? Est-ce qu'on peut avoir peur que les cartes soient truquées ? C'est quelque chose qui fait peur à certains joueurs professionnels à qui j'ai parlé. Pour le coup, je ne pense pas avoir remarqué ça, moi, de mon côté. Et c'est pas une crainte de la plupart des joueurs que j'ai rencontrés, qui de toute façon sont des passionnés, qui ne jouent pas forcément tous des grosses sommes. Et ceux qui jouent des grosses sommes sont plutôt effectivement soit ces jeunes de cité, soit ces jeunes où on ne sait pas d'où ils viennent, mais en tout cas qui sont capables de dépenser entre 400 et 700 euros en 1 heure ou 2 heures de temps. Les organisateurs de ces soirées prennent de gros risques, en théorie, vis-à-vis des autorités. Quelles sont les peines encourues si on se fait prendre ? Alors la peine encourue, c'est 3 ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende pour un organisateur, et même jusqu'à 7 ans et 200 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, ce qui est finalement le cas, puisqu'on a souvent affaire à des gens qui se connaissent à l'avance et qui sont déjà des salariés des clubs parisiens. Par ailleurs, comme ces personnes sont des salariés des clubs parisiens, si jamais ils se font prendre, ils perdent leur agrément et donc auront interdiction de travailler à nouveau dans l'univers des jeux. Est-ce qu'on sait si la police essaie de lutter contre ces soirées clandestines ? Alors officiellement, nous avons eu une réponse du ministère qui nous a dit qu'absolument aucune recrudescence de cercles de poker clandestins n'avait été remarquée. En off et officieusement, il n'y a pas eu de réelle enquête depuis le 1er janvier. Il faut comprendre que les pouvoirs publics estiment qu'au printemps, normalement, les clubs de jeux officiels pourront à nouveau rouvrir. Ils ne vont pas commencer des enquêtes qui seront caduques dans 1 mois et demi. Pauline Darvé, les patrons de clubs de jeux, j'imagine qu'ils voient d'un très mauvais œil ce qui ressemble à un développement de toutes ces parties clandestines ? Oui, ils trouvent que la situation est vraiment lunaire puisque c'est l'État qui se retrouve à financer du chômage partiel pour près de 1500 salariés. Dans le même temps, les caisses de l'État se vident des 50 millions d'euros de taxes par an et eux sont contraints de fermer des établissements qui fonctionnaient bien et où on enregistrait plus de 700 000 entrées par an. Et toujours pour les patrons de clubs, ces parties clandestines sont problématiques à plusieurs niveaux. Oui, ils expliquent qu'il peut y avoir des liens avec le grand banditisme ou la criminalité organisée. Et puis, ils alertent aussi sur des problèmes de triche qui peuvent, selon eux, être fréquentes dans ce type de parties. Pauline Darvé, ces responsables de clubs de jeux, ils sont inquiets aujourd'hui pour la pérennité de leurs entreprises ? Mais ce qu'ils souhaitent surtout, c'est pouvoir rouvrir leur club le plus rapidement possible. Donc pour le moment, ils sont vraiment en attente du vote du budget. Cette fois-ci, c'est une pérennisation des clubs qui sera proposée dans ce projet de loi. Et donc, si le projet de loi est adopté dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, ils espèrent une réouverture d'ici début mars. Ils expliquent que si cette fermeture se prolonge, la situation pourrait devenir compliquée pour eux, et notamment pour les clubs indépendants qui ne sont pas adossés à des gros groupes et donc qui ne peuvent pas bénéficier de l'argent d'autres casinos, par exemple. Merci à Pauline Darvé et Quentin Foucreau. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Grouzis. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous écrire directement codesource@leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi matin dans Crime Story, une affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.